Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce Zoom de l'UNEA consacré au décryptage des attestations OETH. Donc, pendant une petite heure, nous allons balayer avec vous petit rappel réglementaire et puis rentrer sur les aspects opérationnels des déclarations OETH que vous devrez effectuer en début d'année prochaine. Et pour animer ce Zoom, je vais passer la parole à Christelle Marivin, chargée de mission dans l'Île-de-France, Centre-Val de Loire et Outre-mer, qui va animer ce Zoom. À toi, Christelle. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Benoît. Donc, je vais vous partager mon écran déjà pour le support. Voilà, alors, je n'ai pas la visibilité sur les questions qui pourraient venir. Donc, je laisse le soin à mes collègues Marion Maïtena de vous répondre déjà dans le chat et potentiellement Benoît, si besoin, de m'interrompre pour poser les questions. Le petit programme de ce Zoom, donc un rappel sur la réglementation. On verra ensuite le rappel des textes de référence. On abordera le modèle de l'attestation pour la mise à disposition par une EATT. Et enfin, on finira par les attestations relatives aux achats de fournitures de sous-traitance ou de prestations de services par les entreprises adaptées. Donc, un programme sur 1 heure. Un rappel réglementaire, les objectifs de la loi sur l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, et c'est donc de développer prioritairement l'emploi des personnes en situation de handicap, et ce de façon directe, que ce soit dans des structures privées ou dans des structures publiques. L'idée aussi de la loi, c'est de simplifier les démarches pour la déclaration et les modalités de réponse à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Et enfin, le troisième point de cette loi, c'est de la valorisation et de valoriser différemment les achats réalisés auprès des structures du handicap, que ce soit les entreprises adaptées, les ESAT ou encore les travailleurs indépendants handicapés. Un rappel sur les points clés de la loi. Tout travailleur handicapé sera dorénavant comptabilisé au prorata de son temps de travail. Donc, on prend les CDI, les CDD, les intérimaires, les stages, les PMSMP. On est bien côté entreprise et non pas côté entreprise adaptée. Donc, pour vos clients, ce sont vraiment des points importants. On a ensuite la partie du recours à la sous-traitance, donc aux achats auprès des établissements entreprises adaptées, ESAT et TIH, qui devient simplement une déduction de la contribution. On ne parle plus d'unité bénéficiaire et donc d'intégration de ces achats dans le taux d'emploi. On est vraiment, donc si vous entendez encore parler d'unité bénéficiaire, sachez que ça n'existe plus depuis 2019. Et donc, on est vraiment uniquement sur de la réduction de contribution depuis. Les accords agréés que les entreprises peuvent passer sont limités à 3 ans et ne peuvent être renouvelés qu'une seule fois. Enfin, la liste des dépenses déductibles qui étaient inscrites dans les textes passe de 13 à 6. 3 sont inscrites dans la loi et sont vraiment dédiées à l'interne de l'entreprise. Les 3 autres sont prévues par décret de novembre 2020 et ne seront valables que jusqu'au 31 décembre 2024. Voilà, donc ces dépenses déductibles, pour celles qui sont dans les textes de loi, sont mentionnées à l'article L 5212-11 et elles sont relatives donc à la réalisation de diagnostics et de travaux pour que l'entreprise puisse rendre ses locaux accessibles. C'est aussi des dépenses relatives au maintien dans l'emploi au sein de l'entreprise et ou à la reconversion professionnelle des bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Et le troisième va vraiment répondre aux besoins de prestations d'accompagnement de ces BOETH dans l'entreprise, soit aussi à participer à des actions de sensibilisation ou de formation, de manière à favoriser la prise de poste et le maintien dans l'emploi de ces personnes. Les 3 qui ont été ajoutés par décret en novembre sont à destination de l'externe et vont permettre, par exemple, à une entreprise de participer et de soutenir des événements qui vont promouvoir l'accueil, l'embauche directe ou le maintien dans l'emploi de travailleurs handicapés dans l'entreprise. Ça va être aussi des actions de partenariat qui peuvent être nouées par voie de convention ou d'adhésion avec des associations ou des organismes qui œuvrent pour la formation, l'insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap.
Et enfin, la dernière action, ce sont des actions qui vont concourir à la professionnalisation des dirigeants ou des travailleurs des entreprises adaptées, des ESAT ou éventuellement des travailleurs indépendants handicapés. Ainsi, une entreprise partenaire peut tout à fait vous soutenir, sur des prestations de formation que vous auriez à réaliser, à l'interne de votre entreprise adaptée. Le dernier point clé de cette réforme, contrairement à ce qui se faisait auparavant, là, on est vraiment sur l'obligation, d'avoir un référent handicap dans toutes les entreprises de plus de 250 salariés. C'est vraiment une obligation légale maintenant qui fait que l'entreprise, pardon, doit déterminer quelle personne dans la structure va être le point d'entrée pour les personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi et qui pourra les accompagner ainsi à compléter éventuellement un dossier de RQTH ou à voir comment, en cas de problématique, il est nécessaire de mettre en place un aménagement de poste de travail. Donc voilà, c'est vraiment un point d'entrée pour les collaborateurs de l'entreprise qui vont lui permettre de faciliter en tout cas son maintien dans la structure et son maintien en emploi. Juste un petit point important, avant la réforme de 2018, les entreprises, les établissements en fait déclaraient à l'interne de l'établissement pour leur déclaration d'obligation d'emploi. Depuis, non, la déclaration se fait vraiment au niveau de l'entreprise. On est vraiment au niveau du SIRET et non du SIREN et non plus au niveau du SIRET. Donc là, c'est important puisque certaines structures qui n'étaient pas soumises à l'obligation d'emploi auparavant vont se retrouver à être finalement obligées à respecter ces 6% de taux d'emploi. Et donc là, sur le schéma, on voit bien que l'impact peut être important. Donc cette déclaration se fait maintenant au niveau de l'entreprise et non plus au niveau des établissements. Ça, c'est un point important pour les structures avec lesquelles vous travaillez. On reprend les 3 étapes pour calculer votre contribution. La première étape va concerner le calcul de la contribution brute avant la déduction. Donc cette déclaration se fait pour toutes les entreprises, même celles qui ne sont pas assujetties à l'obligation d'emploi, via la DSN mensuelle. Ensuite, on va comptabiliser pour celles qui sont assujetties l'effectif total de bénéficiaires employés, internes et mis à disposition par les entreprises de travail temporaire et les groupements d'employeurs. Et on va regarder ce qui manque comme bénéficiaires manquants pour atteindre les 6%. On va multiplier ce nombre de bénéficiaires manquants par un barème fixé en fonction de la taille de l'entreprise et exprimé en SMIC horaire brut. Et ce calcul nous donnera le montant de la contribution brute avant les déductions possibles. La deuxième étape va consister à calculer la contribution nette après les déductions. Donc, on prend la contribution brute avant déduction, on en déduit tout ce qui va concerner le recours à la sous-traitance via les contrats de sous-traitance conclus auprès des établissements entreprises adaptées, ESAT ou travailleurs indépendants handicapés. Et on a aussi maintenant les entreprises de portage salarial qui peuvent amener aussi de la réduction de contribution. On aura la possibilité de déduire aussi les dépenses déductibles, sauf en cas d'accord agréé en validité. Et on déduira aussi de cette contribution brute la déduction qui est liée aux emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, les fameux ECAP. Une fois qu'on a fait toutes ces déductions, on obtient la contribution nette après déduction et avant écrêtement. La troisième étape va consister à calculer la contribution au ETH réellement due. On prend donc la contribution nette avant déduction, après déduction et avant écrêtement, et on va appliquer l'écrêtement pour obtenir la contribution au ETH réellement due. En ce qui concerne les paramètres de valorisation de la sous-traitance, on a 3 paramètres que l'on prend en compte. Le niveau de la valorisation, qui va correspondre à 30% du chiffre d'affaires utile, la part main-d'œuvre de vos factures. Le périmètre de l'assiette, qui est en fait la partie chiffre d'affaires utile. Et enfin, les plafonds de valorisation, qui seront soit de 50% ou de 75%, en fonction du taux d'emploi des entreprises.
Pour ce qui concerne le périmètre de la déduction, donc la partie du chiffre d'affaires utile, on prend le montant de votre facture auquel on va déduire un certain nombre de frais. Cette liste de frais est fixée dans les textes. Donc, on va retirer tout ce qui concerne les frais de vente et de commercialisation, les consommations intermédiaires, les coûts de sous-traitance, les coûts de matières premières, produits et matériaux. Une fois qu'on a déduit ça, on obtient la partie du chiffre d'affaires utile, votre part main-d'œuvre. Et c'est sur cette partie-là que l'entreprise pourra valoriser 30%. En ce qui concerne les plafonds de valorisation, il y en a deux. Un plafond de 50% lorsque l'entreprise a un taux d'emploi qui est compris entre 0 et 3%. Et un plafond de 75% lorsque l'entreprise a un taux d'emploi qui est compris entre 3 et 6%. Dans les modalités de calcul, sur ce schéma-là, on a donc la partie du taux d'emploi direct qui correspond à ce que l'entreprise a comme bénéficiaire d'emploi direct dans sa structure. On va pouvoir déduire la partie qui correspond aux achats réalisés auprès des établissements du secteur, donc soit 50%, soit 75% en fonction du taux d'emploi, c'est le plafond de valorisation, et l'entreprise aura une contribution nette qu'il restera à payer. Est-ce qu'à ce niveau-là, vous avez déjà des questions? En tout cas, il n'y a pas de questions dans le chat pour l'instant. Très bien. Alors, on continue. Un petit rappel sur les textes de référence. Donc, un des premiers textes importants à avoir en tête, c'est le texte L5212-10-1 du Code du travail, qui indique que peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle les dépenses supportées directement par l'entreprise afférente à des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestation de services qu'elle passe avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d'aide par le travail, des travailleurs indépendants handicapés ou les entreprises de portage salarial. La nature de ces dépenses est mentionnée au premier alinéa de cet article. Et cet article du Code du travail rappelle vraiment que c'est le lien contractuel qui est important à avoir en tête lorsque vous avez une relation avec les entreprises. C'est vraiment ce lien contractuel qui va lier le donneur d'ordre et la structure entreprise adaptée. Et c'est ce lien contractuel qui est l'élément déclencheur de la production de l'attestation que vous devez lui remettre. Deux autres articles, l'article D52-17-7, qui indique qu'en fait, les attestations doivent être fournies au plus tard le 31 janvier de l'année suivante à vos clients. Donc, vous avez cette partie de travail administratif qui va être réalisée dans le mois de janvier. Et sur ces attestations, ne peut apparaître en fait que le montant des factures payées au 31 décembre de l'année précédente. Seule cette partie de facture acquittée peut être prise en compte dans le montant des attestations que vous allez envoyer à vos clients. Tout ce qui n'est pas payé sur l'année N et qui sera payé en N+1 pourra être déduit l'année suivante par votre client. Donc, cette partie-là n'est pas perdue pour le client. L'article D52-12-8 indique, lui, que la déclaration est prévue donc par le biais de la DSN et que le nombre de salariés handicapés mis à la disposition par une entreprise de travail temporaire va être enregistré en fait dans cette déclaration. Donc les déclarations et le cas échéant, les versements qui sont effectués auprès de l'organisme qui a transmis les informations sont enregistrés sur ces attestations. Alors, il y avait une petite question auquel Marion a répondu. Si la partie commerciale est faite par une personne TH, faut-il tout de même déduire ce montant de la base déductible pour les attestations? Donc la réponse est bien, vous ne vous questionnez pas sur est-ce que le travail ou est-ce qu'une partie des actions comme la partie commerciale est faite par des personnes en situation de handicap ou non.
vous prenez la prestation dans sa globalité. On va présenter les attestations qui concernent du coup plutôt les entreprises adaptées de travail temporaire. On terminera par les attestations pour les entreprises adaptées. Donc, en ce qui concerne la mise à disposition par une ATT, donc c'est un arrêté du 19 novembre. Christelle, je vais me permettre, est-ce qu'il y a des EATT dans l'auditoire? S'il y a des EATT, est-ce que vous pouvez lever la main en utilisant le bouton réaction? Oui, il y a des EATT, donc on va bien faire cette petite parenthèse. Alors, donc l'attestation pour le ATT est fixée par arrêté du 19 novembre 2020, et donc cet arrêté fixe le modèle des attestations annuelles qui porte sur le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi qui ont été mis à disposition par le ATT ou par un groupement d'employeurs auprès d'un employeur. Cette attestation doit être fournie au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit celle au titre de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi est effectuée. Les entreprises de travail temporaire et les groupements d'employeurs doivent transmettre à chaque entreprise cliente cette attestation. Et elle va porter sur le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi qui ont été mis à disposition dans l'entreprise utilisatrice. Vous avez à l'écran le modèle de l'attestation qui est fixé donc par l'arrêté du 19 novembre. Vous devez impérativement utiliser ce modèle pour vos clients. Les BEETH sont donc visés, donc les bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés sont visés à l'article L5212-13 du Code du travail, et ils vont être décomptés en fonction de l'application des dispositions de ce texte. Donc c'est temps plein ou complet, présent tout le mois, ils sont décomptés pour 1. Lorsque le BEETH est à temps partiel, il est décompté au prorata de son temps de travail. Marion voulait apporter une petite précision, il me semble. Oui, je voulais juste dire que là, quand on parle de salariés mis à disposition, c'est uniquement dans le cadre des EATT. Oui. Pour les EA classiques qui font de la mise à disposition, elles vont déclarer comme une prestation de service. Voilà, c'est bien important d'avoir ça en tête, c'est uniquement pour les EATT. Merci Marion. Donc là, sur cet exemple-là, vous avez donc un salarié intérimaire de plus de 50 ans qui est à temps complet présent dans une entreprise utilisatrice entre le 17 février 2020 et le 20 mars 2020. Donc sa durée légale de travail en février de 35 heures, en mars aussi. Est indiqué en dessous le nombre de jours dans le mois qu'il a réalisé. Ensuite, vous avez le nombre de jours de présence calendaire, son pourcentage d'activité, et donc vous voyez qu'au niveau du calcul, on est bien en ETP présent dans l'entreprise. Donc les BEETH pris en compte et déclarés au 31 janvier sont ceux qui entrent dans les catégories visées et mis à disposition de l'entreprise utilisatrice au cours des périodes d'emploi du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. On va passer maintenant sur les attestations pour les entreprises adaptées, donc pour une majorité d'entre vous. Elles sont elles aussi fixées par un arrêté du 19 novembre et qui est paru au journal officiel le 29 novembre 2020. Et là aussi, un modèle est fixé par ce décret et vous devez impérativement utiliser ce modèle-là. Donc c'est bien le même modèle que l'année dernière, que ce soit Exactement. On est sur le même modèle, c'est celui qui de toute façon a cours depuis 2020. Donc cet arrêté fixe bien le modèle donc, sur la partie de sous-traitance. Donc vous voyez que sur la partie du montant 1, alors je vais passer sur la page suivante, ce sera plus visible. Donc on a dans les éléments d'identification, tous les éléments d'identification de l'entreprise adaptée, avec le nom du représentant légal, l'adresse, le SIRET, la référence du CEPOM, et puis en dessous, on va indiquer les références du client, donc sa raison sociale et son SIRET. Un des changements majeurs dans la réalisation de cette attestation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que seul le chiffre d'affaires réglé pourra être comptabilisé sur cette attestation. Donc, en fonction des délais de paiement de vos clients,
une partie de ce chiffre d'affaires ne pourra pas apparaître sur l'attestation que vous allez réaliser, par exemple, là, en janvier 2023 pour l'année 2022. Pour autant, ça n'est pas perdu, ce sera répercuté sur l'année 2023 via les attestations que vous établirez en janvier 2024. Le montant 1 de cette attestation reprend le montant du prix hors taxe des fournitures, travaux ou prestations qui sont effectivement réglés au cours de l'année. Le montant 2 va, lui, tenir compte de la déduction des différents coûts que vous devez en retirer de cette partie de facturation. Donc, la partie matières premières, les produits, les matériaux. Si vous faites de la sous-traitance, voilà, tous ces coûts intermédiaires que vous devez ressortir. Et donc, le montant 3 sera bien la partie correspondant au coût total de la main-d'œuvre, cette partie de chiffre d'affaires utile. Et dans la partie 4, le dernier montant, vous indiquerez dans cette partie-là le montant que l'entreprise peut valoriser dans le cadre de sa déduction avant le plafonnement, les fameux 30%. Voilà, donc vous ne pouvez pas, en fait, il ne peut pas y avoir de possibilité d'erreur sur cette partie-là. Et pour votre client, ça facilite aussi les choses. Et ils ont juste à reprendre le montant 4 et à se baser sur ce montant 4 pour ensuite appliquer leur plafonnement à 50 ou 75%. Il y existe aussi une attestation. Excuse-moi, Christelle, je me permets juste de prendre la parole parce qu'il y a Patricia Gros qui a posé une question à laquelle je ne sais pas répondre. Peut-être que l'une d'entre vous sait répondre. S'il faut indiquer le numéro de TVA du client. Apparemment, c'est une nouvelle loi, il faut le faire sur les factures. Je lui ai dit qu'on ne savait pas et qu'on allait se renseigner et qu'on mettra la réponse sur le support. Enfin, moi, personnellement, je ne le sais pas. Oui, je ne sais pas non plus. Et puis, oui, le coût de la sous-traitance, oui, c'est quand le coût de la sous-traitance d'une EA doit-il être déduit? Oui, si vous sous-traitez à une autre, même si c'est une EA, vous devez le sous-traiter. Vous devez le déduire du chiffre d'affaires pour avoir le chiffre d'affaires utile. C'est dans le schéma que vous a montré Christelle. Quand on est sur de la sous-traitance, ça doit être déduit. Quand on est de la co-traitance, chacun va pouvoir ajouter toutes les prestations de A, mais si on est sous de la sous-traitance, si vous-même vous sous-traitez, vous ne pouvez pas le mettre dans votre attestation. facture. Vous pourrez le mettre si vous êtes mandataire dans un cas de co-traitance. Et donc justement, en parlant des mandataires, il existe donc dans le cadre de co-traitance une attestation spécifique pour les mandataires. Donc le mandataire réalise l'attestation. Pour autant, ça n'est pas obligatoirement une entreprise adaptée qui va être mandataire d'un GME, ça peut être une entreprise dite classique, mais en tout cas, le mandataire aura la possibilité de réaliser l'attestation pour l'ensemble des membres du groupement. Et donc, vous avez ici le même calcul qui est réalisé et le mandataire doit fournir à son client les factures correspondant au chiffre d'affaires qui est présenté en déduction. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y avait comme question si on devait indiquer le numéro de facture ou s'il fallait indiquer la prestation. Je dis que le numéro de facture suffisait. Et ce qu'on vous conseille, voilà, si vous avez beaucoup, si vous livrez toutes les semaines, par exemple, et que vous faites une facture par semaine, ou même vous mettez un petit fichier Excel à côté où vous mettez toute la liste de vos factures en attaché. En fait, il faut absolument que vous puissiez permettre à votre client de justifier en cas de contrôle que ce qu'il a déduit de son obligation, enfin de sa déclaration d'obligation d'emploi est bien la réalité et que les montants qui viennent en réduction de contribution sont bien des montants dépensés auprès des structures entreprises adaptées, ESAT ou TIH. Et oui, donc il y a quelqu'un d'autre qui a reposé la question, doit-on inscrire les numéros de facture? Oui, vous devez inscrire les numéros de facture. Et Daniel Ray a reposé la question sur la sous-traitance réalisée par un ESAT. C'est exactement la même chose. Vous ne pouvez pas mettre la sous-traitance par un ESAT. Si vous voulez que tout soit comptabilisé, il faut faire une co-traitance. La sous-traitance, même si vous la faites à une EA, un ESAT ou fait par des personnes handicapées, c'est pas la question.
Oui, c'est le lien contractuel qui va être important. Donc, si vous êtes en co-traitance, effectivement, l'ensemble des participants de la co-traitance vont pouvoir émettre les attestations de réduction pour le client. Si vous êtes en sous-traitance, quelque part, en fait, c'est chez vous que ça remonte, cette réduction de contribution, si vous étiez assujetti à l'obligation d'emploi au même titre qu'une entreprise dite classique. Alors, je réponds à Boris Vouret qui dit: «Nous, on considère que ça reste du travail adapté puisque nous recevons les attestations de nos sous-traitants». Je suis d'accord avec vous, monsieur, mais c'est pas ce que dit la loi, en fait. La loi, elle dit que c'est pas comme ça qu'on fait. Alors, vous pouvez continuer à le faire, mais enfin, ça, c'est de votre responsabilité. Mais en tout cas, la loi ne dit pas ça. Et pour répondre à la question de Patricia Gros, dans le cas de la mission helpdesk pour le ministère du Travail, est-ce à nous de faire les attestations mandataires distance? Pour moi, c'est au mandataire distance, mais il faudrait que vous validiez ça avec, avec distance, si c'est bien eux qui collectent toute la remontée d'informations. Ça, c'est à vous entendre avec le mandataire. Par rapport à ce que disait monsieur Vouret, en fait, le risque, il est pour l'entreprise cliente. En cas de contrôle, en fait, la GFIP va simplement déduire de sa réduction de contribution ce qui aura été indiqué et qui n'est pas réellement de la sous-traitance directe. Donc, si vous remontez des montants que vous faites en sous-traitance, la GFIP peut tout à fait déduire ça de la contribution, du calcul de contribution de votre client. Ah, nous, on Donc, est c'est votre juste là client pour qui sera pénalisé. ouais, et nous, on est juste là pour vous dire la loi, hein. Est-ce qu'il y a des contrôles? Est-ce que c'est voilà, on va pas peut-être que vous en aurez jamais et que ça passera comme ça. C'est juste que la loi, c'est celle-là. Pardon, Christelle. Non, pas de souci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, Alors, quelles sont les déductions? La mise à disposition très temporaire. Qu'est-ce que vous entendez par très temporaire? en fait, c'est ce Oui. que vous avez facturé au client. Alors là, pour le coup, pour la mise à disposition, votre facture sera du chiffre d'affaires utile puisque, voilà, vous n'avez pas de frais, à déduire dessous pour des machines et cetera. Mais, même si c'est une semaine, c'est ce que vous avez facturé à votre client. Oui, donc quelques heures dans l'année, voilà, c'est ce que du coup, hein, ça rejoint ce que Marion vient de vous dire, hein, vous facturez au temps de travail passé, hein, on est vraiment sur le temps de travail passé. Alors, il y avait Et deux autres questions. Une société ouais. mère peut-elle faire les attestations pour toutes ses filiales? Et la deuxième, quelle est la date de la déclaration au ETH? Alors, sur la première, la société mère serait donc une entreprise adaptée pour l'ensemble de ses filiales entreprises adaptées, ce serait ça? Si tel est le Oui. cas, pour moi, oui, il n'y a pas de sujet. Si c'est pour le même client, la société mère peut tout à fait le faire. Si par contre, c'est des clients bien distincts au niveau de chaque entreprise, là, pour le coup, il vaut mieux que ce soit l'entreprise adaptée directement, qui fasse l'attestation directement pour son client. C'est, à mon sens, plus lisible et plus clair pour le client. Et en cas de contrôle, au moins, la GFIP peut retrouver quelle est l'entreprise adaptée qui a réellement réalisé la prestation. Mais si vous avez une comptabilité centralisée, bah, ça peut être, voilà, votre service comptabilité qui va tout envoyer là, c'est tout à fait possible. Ça Aussi. dépend des cas, en fait. Alors, la date de la déclaration au ETH, généralement, elle est fixée, les entreprises doivent faire leur déclaration au ETH dans le premier trimestre de l'année N+1. Donc, s'il y a des décalages, bah, dans ces cas-là, c'est reporté soit par les services des URSSAF, et donc là, les entreprises sont averties des décalages possibles, mais théoriquement, les déclarations au ETH doivent être réalisées dans le premier trimestre de l'année N+1. Et vous fournir, en fin janvier, les factures pour que justement elle ait le temps de tout agrémenter. Et Alors, il y avait encore une question sur, y a-t-il obligation de fournir les numéros de facture ou est-il possible de les fournir qu'aux clients qui les réclament? Encore une fois, on ne dit pas qu'il va y avoir une vérification, que tous les numéros de facture ont été envoyés, tout ça. La loi, elle dit de faire ça. Après, si vous ne le faites pas et qu'on vous les demande après, bah, ça doit pouvoir passer. Mais normalement, si on se réfère vraiment à ce que dit la loi, le modèle d'attestation, il faut tout fournir. donc, vous n'êtes pas obligé d'y mettre les copies, hein, mais si vous Mmh. fournissez un tableur Excel avec les références des factures, les montants et les dates des facturations,
Ensuite, votre client, il les a de toute façon, ces factures, il peut les extraire si on lui demande 1 ou 2 factures bien spécifiques. Mais en tout cas, vous avez effectivement l'obligation de donner l'ensemble des éléments à vos clients dans les attestations. Alors, pour la liste des factures, nous fournissons le grand livre client lettré. Est-ce bon? Alors, là, pour le coup, vous me posez une colle. Je ne sais pas ce que c'est que le grand livre Nous client ne sommes pas des lettré. comptables, nous. Donc, je ne pourrais pas vous dire là quel est ce document. C'est Sachez un que document comptable. ouais, je pense que ça doit être un document comptable. Donc, à partir du moment où les factures, les numéros de facture, les montants de facture, les dates sont bien identifiés, quel que soit le document que vous fournissiez à votre client, ça sera bon, ça sera en justificatif. Il faut vraiment que vous leur donniez le maximum d'éléments d'information. Et je vous dis, si une facture doit être ressortie spécifiquement, votre client, il a forcément la facture. Donc, il n'a plus qu'à reprendre au regard du numéro de facture et de la date de la réalisation de la facture. Il peut retrouver ça lui aussi dans ses documents comptables. Alors, il y avait la question aussi, doit-on fournir une seule ou plusieurs attestations pour un client avec plusieurs contrats? Alors en fait, ça va être un peu comme vous voulez. Pour plus de lisibilité, si vous avez plusieurs contrats, c'est peut-être mieux de faire plusieurs, ou alors vous en faites qu'une seule. Et puis comme toujours, vous avez, comme je vous disais auparavant, vous avez un fichier à part où vous détaillez, où vous expliquez pour que ce soit plus simple. Mais vous pouvez tout à fait faire une seule attestation avec le chiffre d'affaires utile global et vous détaillez à côté. Mais si c'est plus simple pour vous, plus lisible, en fait, c'est comme vous voulez. Alors, par rapport à cette histoire de délai sur la déclaration, donc Patricia Gros nous indique qu'un de ses clients lui a indiqué que la DOETH serait faite pour début mai de manière pérenne. Pour l'instant, on n'a pas de texte. Pour l'instant, on n'a pas l'info, en tout cas à notre niveau, mais c'est probable, puisque de toute façon, tous les ans, ils décalent, parce qu'il y a une problématique aussi sur la collecte des éléments. Pour l'URSSAF, c'est nouveau, cet exercice-là. Ils ne sont pas forcément encore les outils qui sont complètement adéquats. Donc, peut-être qu'effectivement, ils vont décider que ça sera reporté de façon pérenne au mois de mai. Pour l'instant, la règle, c'est le premier trimestre. Alors, il y a une autre question. Sur le logiciel de paie, on déclare le statut BOETH et il y a une zone DSN si on a un complément de dispositif public. Doit-on le renseigner quand on est une entreprise adaptée? Alors, si on parle des attestations, non, on ne met pas. Enfin, là, on est vraiment en train de parler des attestations. Du coup, ça n'a rien à voir avec votre DSN et vous, des déclarations que vous faites par rapport à vos salariés. Là, quand on vous a présenté tout à l'heure ce que va pouvoir déduire l'entreprise, on ne parle pas de votre on va parler de vos clients. Donc, vos clients, il faut une déclaration obligatoire d'emploi de travailleurs handicapés. Ils vont déclarer, ils vont déduire le chiffre d'affaires utile qu'ils ont fait avec vous. Mais ça n'a rien à voir avec votre déclaration DSN. Vous, là, on parle de chiffre d'affaires. Et ce n'est pas en fonction de vos BOTH, etc. Alors, je ne sais pas si je réponds à la question, mais voilà. Dites-moi si jamais je ne répondais pas à votre question. Alors, pour le Inter de Garonne, donc les actes faits de la mise sous pli pour un éditeur, est-ce considéré comme de la sous-traitance et devons-nous faire une DOETH? Alors, c'est bien de la sous-traitance pour votre client éditeur, puisque vous travaillez pour un éditeur en faisant cette mise sous pli. Par contre, ce n'est pas vous qui faites une déclaration d'obligation de travailleur handicapé, c'est votre client éditeur. Vous allez lui faire une attestation au regard de la facturation que vous avez faite pour cette prestation de mise sous pli. Alors, s'il y a de la sous-traitance avec un ESAT, que doit-on mettre sur l'attestation? Uniquement votre partie chiffrée à vous, entreprise adaptée, qui va du coup remonter pour votre client. La partie de sous-traitance, voilà, pour la partie de sous-traitance que vous faites avec l'ESAT, vous ne pouvez pas en faire bénéficier votre client. Pour pouvoir en faire bénéficier à votre client, il faudrait que ce soit de la co-traitance. Alors, par rapport à la question de Philippe Sourza, dans le cadre de transport de personnes à mobilité réduite, dans la mesure où c'est de la prestation de service, nous n'avons pas de coût de matière première à détailler. Eh bien si,
vous avez de l'essence, vous avez l'amortissement de vos L'entretien du véhicules. véhicule? Voilà, vous avez tout ça. Donc, même si c'est de la prestation de service, justement, de votre prestation de service, c'est exactement la même chose que quelqu'un qui va fabriquer une menuiserie qui va fabriquer des meubles. Il va déduire le bois qu'il a acheté. Ben, vous allez déduire l'essence que vous avez consommée et voilà, vos coûts de production de cette prestation de service. Vous allez déclarer que la main-d'œuvre. Alors, c'est sûr que ça sera beaucoup moins important que quelqu'un qui va produire des meubles, pour reprendre mon exemple, parce qu'il y a des coûts de matières premières qui sont plus importants. Alors, il n'est pas nécessaire de détailler tous vos coûts. Non, vous pouvez avoir des ratios qui vont expliquer ça, hein. Bien sûr, vous n'avez pas besoin de tout détailler. Si vous avez plusieurs activités dans votre structure, vous allez avoir des ratios qui seront certainement différents en fonction des activités, où vous allez avoir plus ou moins de main-d'œuvre, ou plus ou moins de coûts à déduire. Alors pour compléter ce que dit Thierry Jolivet, effectivement, si vous êtes à cheval entre 2 années, ce que vous pouvez déduire, c'est ce qui aura été facturé en 2022. Donc si vous livrez en 2022 et que vous facturez et payé, pardon. Mmh. Si vous facturez en 2023 et voilà, ça vous le déduirez en 2024. Enfin, vous le mettrez sur vos attestations que vous ferez en 2024 pour l'année 2023. Donc c'est bien ce qui est payé sur l'année 2022. Donc effectivement, il faut faire attention à ça. Alors, par rapport à l'obligation des attestations, de fournir les attestations au 31 janvier, elle est rigide, ben oui, puisqu'elle est fixée par les textes de loi. Donc, vous avez l'obligation de fournir les attestations à vos clients avant le 31, enfin au plus tard le 31 janvier de l'année N+1. Voilà, ça c'est ce qui est dans les textes de loi. Même si votre client a jusqu'au mois de mai, par exemple, pour faire sa déclaration, vous devez fournir les attestations pour le 31 janvier, dernier délai. Et Chloé, bonjour Chloé déjà, pour répondre à votre question, vous avez des centaines de factures, oui, ben, c'est ce que j'expliquais précédemment. Vous mettez le total et par contre, en pièce jointe, il faut aller mettre tous les numéros de facture. Je sais, c'est fastidieux, mais c'est ce que dit la loi. La vente des produits est-elle également déductible ou cela concerne uniquement la prestation de service? Eh ben, la vente des produits, vous devez déduire ce que ça vous a coûté, ce que vous achetez. Donc, c'est pour ça que nous, ce qu'on prend souvent comme exemple, par exemple, ceux qui fournissent de la papeterie, enfin, qui font que de l'achat-revente, la déduction pour vos clients, elle va être très peu importante parce que si vous achetez votre papeterie, par exemple, 50 et que vous la revendez 100, et ben, vous allez devoir déduire déjà ces 50 et plus les autres frais dont on a parlé. Donc, la prestation qui est égale à la main-d'œuvre, elle va être très, très faible. Donc, si vous faites de l'achat-revente sur des produits, effectivement, vous n'allez pas avoir beaucoup, votre client ne va pas pouvoir déduire beaucoup. Par contre, si vous vendez des produits que vous faites vous-même, c'est pas la même chose. On est vraiment dans le cadre de la déduction pour le client, c'est uniquement la partie main-d'œuvre. C'est ça que l'on appelle le chiffre d'affaires utile, c'est uniquement la partie de la main-d'œuvre. Du Effectivement, coup, ouais, vas-y. sur la partie de transport avec des véhicules en LDD, oui, effectivement, hein, tous ces coûts-là doivent être déduits. On n'est que sur la part main-d'œuvre. Et quand pensez-vous nous remettre la copie de votre support? Je pense que vous l'aurez en début de semaine prochaine, le temps qu'on rajoute juste, oui, la question là, dont La on vous a réponse à la parlé, question, la ouais. réponse à la question, ouais. Et vous aurez du coup en même temps aussi le lien pour revérifier, pour regarder à nouveau le replay. Et vous aurez également un petit guide qu'on avait édité, mais effectivement, puis vous avez aussi toujours la possibilité de vous rapprocher de vos chargés de mission régionale, dont vous trouvez les coordonnées sur le site. Mais on vous les remettra également dans l'email. Alors, pour répondre à la question de Estelle Cavalier, lorsque nos salariés se rendent chez nos clients avec leur véhicule, ils nous remettent une note de frais. Doit-on déduire ces montants? Non. Ça ne fait pas partie des montants qui permettent de la réduction de contribution. Ça, c'est votre fonctionnement interne sur la prise en charge des frais de vos personnels. Ça n'est pas quelque chose qui vient en réduction de la contribution pour vos clients. Ça n'est pas de la part main-d'œuvre. La part main-d'œuvre est uniquement sur la prestation. Et Patricia ne nous embête pas.
Alors, est-ce qu'il y a Pas d'autres questions. pas d'autres questions non plus, apparemment. Donc, Maïtena vient de vous remettre, et Benoît aussi vient de vous remettre dans le chat donc, les liens pour avoir les contacts avec votre chargé de mission. Et puis, le petit sondage, du coup, que Benoît vous met dans le Zoom. Savoir si finalement ce Zoom vous a été utile ou pas. Et donc, s'il n'y a plus d'autres questions, en tout cas, on vous remercie d'avoir assisté à ce Zoom. On vous rappelle vraiment que les chargés de mission UNEA en région sont à votre disposition. Et puis, il nous restera à vous souhaiter de bonnes fêtes. Alors, il y a une dernière question qui vient d'arriver. Ouais, voilà, exactement. Si je fais la prestation via un sous-traitant, je dois le déduire. Oui, toute la partie de sous-traitance que vous réalisez doit être déduite de ce que vous remontez à votre client. La sous-traitance ne vous permet, ce que vous réalisez en sous-traitance, ça ne permet pas à votre client de le déduire de sa contribution. Seul sera déduit ce que vous faites réellement pour votre client. C'est le lien direct et contractuel qui fait foi. Alors, il y a... Encore une fois, et entre nous, il y en a plein qui ne le déduisent pas. Hein. Mais après, nous, on est là pour vous donner la loi, la règle et la loi. Et si vous ne faites pas prendre, bah, tant mieux pour vous. Mais nous, on ne peut pas vous le garantir. Hein. Alors, il y avait un début de question, je pense, de la part de monsieur ou madame Penaga-Ricano, mais je ne vois pas la suite. Voilà, nous sommes mandataires d'un GME. Nos sous-traitants ne font pas d'attestation, mais uniquement le mandataire. Oui, tout à fait. Quand vous êtes mandataire d'un GME, vos partenaires de ce GME n'ont pas l'obligation de réaliser l'attestation. Vous pouvez, vous, en tant que mandataire, réaliser l'attestation pour tous les participants au GME. Donc ça, ce n'est pas un problème. Vous avez un modèle d'attestation qui est spécifique où le mandataire va compléter l'attestation pour l'ensemble des participants au GME qui vont permettre aux clients de réduire la contribution. Pour autant, pas de la sous-traitance, c'est de la là, on n'est pas sur de la sous-traitance dans le cadre d'un GME. Donc là, c'est bon, on peut tout à fait le faire. Pour autant, il faut quand même que vous fournissiez à vos clients, même si vous êtes le mandataire, il faut quand même fournir la liste des factures qui sont concernées par cette réduction de contribution. Donc, vos partenaires doivent vous donner un listing, un tableau Excel. En tout cas, ils doivent vous donner les éléments pour que le client, in fine, ait bien la totalité des factures qui sont concernées par l'attestation. Et en cas de contrat avec paiement direct d'une collectivité vers le sous-traitant. Donc, en fait, la collectivité paye directement le sous-traitant qui serait entreprise adaptée ou ESAT. C'est bien ça, monsieur Vouret ? Ok. Donc, alors là, ça pourrait être litigieux dans le sens où le lien de contractualisation, avec qui est-il réalisé? En fait, la loi indique que c'est le lien de contractualisation qui fait foi dans la relation de sous-traitance. Si le lien de contractualisation est avec une entreprise A, mais que la collectivité va facturer directement l'entreprise B, normalement, il n'y a pas de remontée, puisque le lien contractuel est avec l'entreprise A. Pour autant, c'est vrai que la GFIP, quand elle contrôle, elle demande, elle, les factures, parce que c'est plus facile pour elle de contrôler avec la facture qu'avec le lien contractuel. Donc là, on va remonter cette question quand même auprès de Sébastien Citerne. On vous ramènera une réponse un peu plus concrète, en tout cas une réponse réglementaire. Mais là, ça va dépendre de l'interprétation en cas de contrôle. Voilà. J'aurais tendance à vous dire, s'il n'y a pas de contrôle, ça pourra remonter. S'il y a du contrôle, en fonction de qui contrôle derrière, ça peut être refusé. Alors, il y avait une question, le mandataire doit-il être une EA ou un ESAT? Non, dans le cadre, par exemple, de société de facility management, ça peut tout à fait être le mandataire qui
qui va faire remonter ces factures-là. En cas de contrat avec paiement direct d'une collectivité vers le sous-traitant. Oui, c'est ce que je viens de Ouais, voir. Là, tout on à va fait, remonter la ouais. question pour avoir une réponse, mais là, voilà, c'est plus en cas de contrôle que ça pourrait poser problème. En principe, Alors, c'est par rapport au contrat, ouais. Ouais. Ayant deux activités, espace vert, nous appliquons 10% de fourniture et 20% pour la rénovation. Est-ce légal? Nous qu'allons vous dire ça, c'est vous qui savez vos. C'est vous qui savez effectivement ce que vous devez déduire en fonction de la prestation. Il n'y a pas de, là, sur cette partie de déduction obligatoire, c'est vous qui déterminez quelle est, sur la prestation d'espace vert, quelle est la part qui n'est pas de la main-d'œuvre, et sur les prestations de rénovation, même chose, quelle est la part qui n'est pas de la main-d'œuvre. Donc là, c'est à vous de voir en fonction de votre activité et des matières premières et de tous les coûts annexes que vous avez par rapport aux prestations que vous fournissez. Et oui, Bernadette, vous avez bien compris, si vous faites de la prestation de service en nettoyage, vous avez quand même des montants à déduire par rapport à vos produits, l'essence, etc. Oui. Alors c'est vrai qu'ils sont beaucoup moins importants que sur d'autres activités. Le maximum du chiffre d'affaires est fait avec les coûts de main-d'œuvre, mais il y a quand même, ça ne peut pas être égal à 100% de la facture. Dans tous les cas, toutes les questions qui sont posées là, nous, on les intégrera au document qu'on vous renverra. Et j'ai vu qu'il y avait monsieur ou madame Pena Garicano, excusez-moi pour la prononciation, qui levait la main. C'était qu'il y avait une question sur les sous-traitants qui ne font pas d'attestation, mais uniquement le mandataire. Je crois que ça a été répondu. Si ce n'était pas le cas, rapprochez-vous de votre chargé de mission pour décortiquer un petit peu plus à fond cette situation. Et bien sûr, pour les frais de commercialisation, vous allez mettre un pourcentage, bien sûr. Vous n'allez pas savoir facture par facture quels ont été les frais de commercialisation. Là, vous faites des ratios par rapport à votre contrôle de gestion. Alors, Il n'y a pas l'obligation de Delecroix reprendre. nous indique qu'il n'y a pas d'obligation de reprendre toutes les factures d'achat. Non, Non, vous non. n'allez pas faire ce détail-là par facture. Ça sera un travail trop fastidieux. Il faut vraiment faire un pourcentage au regard de l'activité et de ce que globalement vous avez à déduire en termes de frais fixes, de frais de commercialisation, tout ce qui est fluide, lorsque vous avez des fluides à utiliser. Enfin voilà, c'est cette partie-là par rapport à l'activité que vous avez. Vous allez, effectivement, on ne va pas vous demander d'aller fournir toutes les factures. Oui. Facture par facture, facture correspondante. Non, vous faites un ratio. Si vous Et le faites de bonne foi. c'est ce que majoritairement font l'ensemble des entreprises. Au regard de leur activité, elles voient quels sont les frais à déduire pour avoir la part de chiffre d'affaires utile. On est sur un ratio. Alors, les questions. On fait actuellement, et c'est très bien. Je retente mon souhait de bonne fête de fin d'année s'il n'y a plus de questions cette fois-ci. Le prochain Zoom aura lieu le vendredi 13 janvier, à 11h30. On vous adressera évidemment le programme dans les prochains jours ou en tout début d'année. Donc je le redis, s'il n'y a pas de questions, je remercie Christelle et Marion et Maïtena pour les réponses et les présentations qu'elles ont pu vous faire. Et je vous souhaite à toutes et tous une bonne fin d'année et donc de bonnes fêtes. Bonne fin d'année, au revoir. Bonne fête de fin d'année. Au revoir.